Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature et d'histoire. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et cinéaste Nora Hamdi et l'écrivain Gabriel Malika. Nora Hamdi, bienvenue à Berbère Télévision. Azul, Ansoufi Issem, bienvenue. Gabriel Malika, bienvenue aussi à Berbère Télévision. Bonjour. Bonjour. Et donc, je commence par Nora Hamdi, qui vient de publier un excellent récit, La Maquisarde, qui est sorti aux éditions Grasset. Alors, Nora Hamdi, c'est quoi ce livre? Alors, c'est un livre qui est parti du parcours de ma mère pendant la période de la guerre d'Algérie et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'engage malgré elle dans la résistance pendant la guerre d'Algérie, et c'est un mélange de son parcours, de son engagement et également de faits historiques justement sur toutes ces femmes. C'est la guerre d'Algérie sous l'axe des femmes beaucoup, car elles ont joué un rôle énorme, chose qui n'a pas, à mon sens, été assez dit, mais ça m'a totalement passionnée de voir le nombre de femmes qui ont vraiment été présentes lors de cette guerre. Et donc, vous racontez effectivement dans votre livre l'enfance de votre maman, hein, parce que votre maman, au fait, s'engage un peu malgré elle. Elle devient résistante, maquisarde, parce que effectivement son village donc, est la cible donc, des attaques des soldats français, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça commence par la rafle des hommes pendant la guerre d'Algérie dans son village. Moi, mon oncle étant un ancien maquisard qui a également actuellement une association d'anciens maquisards. Donc son village a été envahi par la colonie française, l'armée, et ils ont essayé de prendre son frère, donc mon oncle, qui s'est enfui. Ensuite, ma mère a été prise dans les camps, ensuite elle s'est enfuie. Ma grand-mère a été enfermée malheureusement 1 an avec des sévices terribles. Donc oui, concrètement, c'est ce qui s'est passé. Son village a été attaqué comme beaucoup. Hein. Effectivement, c'est un village de Haute-Kabylie. Hein. La force de votre livre, c'est que vous racontez tout ça sans aucune haine. Vous dites les choses comme elles se sont passées, hein, avec beaucoup de lucidité, avec des mots très simples mais très profonds. Oui, parce que c'est une guerre complexe déjà. C'est pas 2 pays qui entrent en guerre comme l'Allemagne et la France. Là, c'est l'Algérie, 130 ans de colonisation. Un peuple qui se rébelle, qui se réveille, qui en a marre d'être maltraités. Donc déjà, la guerre est complexe parce que c'est des personnes qui connaissent. Les Algériens connaissent les Français. Alors certes, il y a des colons qui détestent les Algériens, hein, qui ne se mélangent pas. Il y a des colons de moyens qui parlent aux Algériens. Et puis, il y a également, avec la guerre, et c'est pour ça que je ne juge pas, il y a également les harkis, ceux qui collaborent pour sauver également des membres de leur famille. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre de jugement. Et puis, je n'ai pas fait la guerre, donc ce serait un peu malvenu de ma part de porter un jugement. Vous êtes né bien plus tard et vous êtes né en France. Je suis née en France et lorsque j'ai écrit ce livre, lorsque j'ai enquêté, j'y suis allée quasiment pour la première fois, donc dans le village de ma mère, où mon oncle m'a emmenée dans ce village détruit, tout en haut, c'est vers Tizi Ouzou, c'est tout en haut. C'est du côté de Dra Ben Khadda, c'est ça? C'est bien au-dessus, oui. Bien au-dessus. Oui, oui, c'est donc là dans les montagnes, carrément. Vraiment dans les montagnes, oui, vers Sidi Ali Bounab. Sidi Ali Bounab, qui est pratiquement une forêt aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de terroristes qui se cachent là-bas, de ce qu'on m'a dit. On m'a dit que mon oncle m'a fait un grand plaisir de ce qu'elle m'a dit ma mère, parce que c'est très dangereux comme zone, parce qu'on peut beaucoup se cacher. Et pendant la guerre, c'était justement un endroit où si on ne connaissait pas les lieux, donc l'armée pouvait y arriver. Oui. Oui, on y reviendra. Hein. Gabriel Malika, vous publiez Katharina, hein, aux éditions Intervalle, qui sont aujourd'hui 6 dans le 9e arrondissement, rue Bleue. Alors, ce livre, vous racontez plein de choses qu'on ne connaît pas sur le Moyen-Orient. Absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé 2 ans au Qatar. Et en fait, je me suis trouvé au Qatar au moment où la FIFA a décidé de donner la Coupe du Monde donc à ce petit pays gazier. Et là, je me suis dit, c'est pas possible.
Je me suis dit, je n'arrive pas à l'imaginer. D'autant plus que j'avais des contacts privilégiés avec des gens du sport, avec des journalistes. Et quand je travaille sur un roman, j'essaie de mener une enquête. Et j'avais notamment, j'ai eu la chance d'avoir une femme qatari, dont je ne révélerai pas le nom, qui s'est proposée de m'aider à écrire ce roman parce qu'elle est qatari et comme moi, elle doutait de la pertinence de cet événement. Et donc, me voilà pendant 2 ans plongé dans l'écriture d'une fiction qui va tenter, en fait, de façon un peu prospective, d'anticiper, de raconter ce qui va se passer en 2022 au Qatar. Mais vous ne racontez pas que cela, hein. D'abord, il y a cet Américain qui arrive, professeur d'art, Oui. et qui n'arrive pas tout de suite à s'intégrer. Non, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. J'ai vécu 10 ans au Moyen-Orient et j'ai observé avec beaucoup d'attention comme on les appelle là-bas, les expatriés, Oui. qui vivent à Dubaï, à Abu Dhabi ou à Bahreïn, au Qatar, et la façon dont ils s'intègrent dans ce monde arabe. Parce que c'est un monde arabe. On vient de parler du Maghreb, il y a le Levant, ça c'est le Golfe, c'est une région très particulière. Et j'ai toujours été fasciné par les difficultés avec lesquelles les expatriés se placent dans ce monde-là, qui peut être, il faut quand même le dire, assez hostile. Quand on est à vivre en Arabie Saoudite, par exemple, c'est encore plus dur à Riyad qu'à Jeddah, mais ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande... Et puis surtout, ce qui me fascine beaucoup, c'est à quel point un expatrié accepte ou non de comprendre cette culture. C'est-à-dire de lire le Coran, d'apprendre l'arabe, de parler avec les locaux ou non. Ou alors, et c'est malheureusement ce qui se passe trop souvent, de s'enfermer dans une bulle. Et donc j'ai beaucoup aimé étudier. En tout cas, ça se ressent dans votre livre, hein. Vous nous aidez à comprendre ce monde. Alors ce professeur, il vient, il arrive, il va à l'université, il remarque que souvent ses étudiants ont un peu ils sont habillés de la même façon, n'est-ce pas? Alors, ça me Après, permet... le courant ne passe pas toujours. Non, le courant ne passe pas toujours. Et ce que j'essaie de faire dans mes romans, c'est d'expliquer notamment, j'ai beaucoup abordé la question du voile. Oui. C'est-à-dire que j'essaye de faire comprendre notamment aux Français que la question est beaucoup plus complexe, qu'il n'y a pas un voile, mais qu'il y a des voiles, la burqa, le niqab, le hijab, qu'il peut être de couleur, il peut laisser apparaître les cheveux. Et donc, j'ai essayé de décrire dans ce livre, de décrire ces femmes qui acceptent ou non de dévoiler leur visage et de tenter d'expliquer quelle signification ça peut avoir. Mais mon universitaire John Summerby, il est quelquefois un peu dérouté, oui. Il est dérouté, mais il va finir quand même par comprendre un peu les codes de ce pays, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement ça, ce sont des codes. Ce qui est très amusant, c'est que moi, au bout de 10 ans au Moyen-Orient, je ne fais plus la bise, par exemple, ici en France. Hein. C'est-à-dire qu'en général, je serre la main, parce qu'en fait, j'ai été habitué au Moyen-Orient à serrer la main aux hommes, ou alors aux femmes à mettre la main sur le cœur. Très souvent, tout simplement. Je tends la main, et si par exemple une Émirati, une Qatari ne me l'attend pas, hop, très rapidement, je mets la main sur le cœur. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que pourquoi faire la bise? Vous parlez de code, hein, pourquoi faire la bise? C'est quand même quelque chose d'assez intime. Donc, moi, je serais presque tenté maintenant en France, qui va me poser des problèmes, de serrer la main ou de ne rien faire. Parce que c'est une Ah là, distance. vous êtes un peu contaminé par ces pratiques du Moyen-Orient, non? Pas contaminé, je pense que il y a des choses que j'ai adoptées. Oui. Ça, c'est le cas. Moi, je sais que par exemple, Azan, l'appel à la prière, va me manquer. Un de mes plus beaux souvenirs au Moyen-Orient, c'est dans la vieille ville de Jeddah en Arabie Saoudite, c'est d'entendre l'appel à la prière du soir, chanté par 37 muezzins différents. Même si on n'est pas musulman, on pleure. On ne peut pas faire autrement que de pleurer. C'est un appel spirituel? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Je ne suis pas le seul. Hein. J'ai la chance d'avoir quelques amis aussi écrivains qui connaissent la région, qui m'ont dit que ça leur fait le même effet. Ça vous touche. Je pense que ça... Vous avez parlé de spiritualité. J'aime bien le mot appel. C'est comme si ça vous sorte de votre corps et que cela vous dit, mais sors de cet environnement matériel, temporel et lève-toi. C'est vraiment l'effet que ça me fait.
C'est extraordinaire, on en reparlera. Je reviens à Nora, donc à sa maman qui est un peu adolescente, qui a un fiancé, mais est-ce qu'elle va l'épouser? Non. En tout cas, vous décrivez très bien cette relation de manière très pudique qui se passe dans un pays en guerre, en Kabylie, dans une région où il ne fait pas toujours bien vivre, puisque déjà on arrive difficilement à manger. La famine, c'est la guerre d'Algérie, c'est la famine, c'est une guerre coloniale qui s'est levée beaucoup pour cela, c'est-à-dire on a privé les paysans de leurs terres pour les mettre dans des camps de regroupement. Donc du jour au lendemain, moi lorsque ma mère m'en parle, ses souvenirs c'est marcher pieds nus, le ventre vide et ne plus avoir de maison. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée parce qu'en France elle me dit toujours vous avez de la chance, vous mangez à votre faim, tout cela. Donc oui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et dans le livre, à 15 ans, alors c'est des paysans, donc ils font un petit peu avec ce qu'ils peuvent, les terres qui leur restent encore un petit peu. Et effectivement, il y a une belle histoire d'amour qui, moi, m'a beaucoup plu parce que c'est ça qui l'a fait tenir dans l'histoire. C'est que c'est l'ami de son frère, qui est également maquisard, à qui elle est fiancée depuis toujours, mais ils ne peuvent pas se marier parce que sa mère, donc le père est mort très tôt, et mon grand-père est mort très tôt, et en fait, ils attendent la fin de la guerre pour pouvoir se marier. Et ce qui est très joli, c'est qu'il n'y avait pas ce côté mariage forcé. C'est une véritable histoire d'amour, en fait. Ils se sont connus tout enfant, en fait. C'est ça qui est joli quand elle me racontait ça. Elle me disait mais non, mais nous, enfants, on se choisissait déjà. Et puis quand les parents voyaient qu'on s'entendait bien, et voilà, ils nous mettaient ensemble. Et c'est ce qui s'est passé avec cet homme qui s'appelle Elias, que j'ai nommé Elias dans le livre. Oui. Et qui ne va pas malheureusement survivre. Pas dire la fin. Mais si, on peut dire des choses, mais bon, mais on ne va pas tout dévoiler, pas mon père, effectivement. C'est vrai. Oui, mais c'est très émouvant cette histoire. Hein. Et il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui ont vécu des histoires pareilles. Hein. Ah oui. La guerre, c'est toujours des déchirements interminables. L'histoire de ma mère, elle peut s'adresser à toutes les femmes d'Algérie, et toutes les grand-mères, arrière-grand-mères. Elles ont toutes. Moi, lorsque j'écoute ma mère me raconter ce qu'elle a fait, je trouve ça extraordinaire parce que je n'ai pas vécu de guerre. Mais elle me dit, mais toutes les femmes étaient pareilles que moi. C'était normal de se relever, d'aller dans les montagnes, dans le maquis, faire à manger aux hommes, s'engager, les soutenir, parce que c'était ça où ils mouraient. Voilà. Mais elle a beaucoup de courage, votre maman, ça transparaît, c'est clair hein, dans le livre, ainsi que sa propre maman, donc votre grand-mère. Hein, plusieurs fois, elle a des problèmes, mais elle surpasse ces problèmes, elle a une force intérieure extraordinaire. Elle y croit, elle a la foi. Elle croit à l'indépendance de son pays et ça c'est formidable quand je l'entends ou quand mon oncle me parle encore de ça. C'est en eux, ils n'ont pas le choix, c'est ça où ils vont mourir, donc il n'y a pas d'alternative. Il faut dire que ce n'était pas tout le monde, hein. Vous racontez d'ailleurs qu'il y a des harkis, qu'il y a des gens qui les dénoncent. Il y a des gens qui les dénoncent, oui, parce que même dans ce village… Même s'ils ne sont pas harkis, mais ils sont dénoncés, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Puis en plus, l'armée les persuade de devenir harkis en leur disant en leur avançant les bienfaits du colonialisme, auquel ma famille ne croyait pas du tout et beaucoup n'y croyaient pas parce qu'ils savaient que c'était un leurre. Puisque l'Algérie, quand on dit que c'est les Français qui construisent l'Algérie, faut savoir qu'ils ont construit l'Algérie pour eux, pas pour les Algériens. Donc très tôt, ma mère savait ça. Elle me dit mais nous, on n'a pas le droit d'aller dans les hôpitaux. Tout ça, c'est des quartiers européens. Donc elle a été très vite, elle a très vite eu une conscience autour de ça. Donc après, les harkis, c'est vrai que comme eux-mêmes se sentaient déjà fautifs de dénoncer leur propres frères, ils en faisaient 3 fois plus. Donc, et ça, c'est vrai qu'elle a un souvenir assez dur de ça parce que c'est des gens avec qui elle a grandi qui, du jour au lendemain, la dénonçaient quand elles allaient dans le maquis. Et la pauvre femme, elle s'enfuit plusieurs fois
Et une fois, elle monte carrément au maquis. Elle est reçue par les maquisards qui lui donnent une tenue. Alors ça, parce que ça n'était pas facile de prendre les souvenirs de ma mère, parce que moi j'ai Oui. bien... C'est d'autres personnes qui vous ont raconté ça? Ben, ce qui se passe, c'est que moi, dès qu'elle m'en a parlé, c'est-à-dire lorsque sa mère est morte, moi, j'aurais pas osé poser trop de questions. Vous savez, les Bien personnes sûr. qui ont vécu des Bien guerres, sûr, ça bien peut... sûr. j'avais Bien peur sûr. que ça rentre dans la folie. C'est des souvenirs très douloureux. Il y en a qui ne peuvent pas en parler. Il y en a qui arrivent à en parler. Et dès que j'ai vu que ma mère pouvait en parler, j'ai tout noté. Je lui ai dit, écoute, faut parler de ça parce que c'est quand même un témoignage direct. Et puis, je pense que c'est aux enfants d'immigrés de récupérer la parole des anciens, parce que sinon ça n'existera plus. C'est pas seulement aux enfants des migrés, peut-être à tous les enfants de tous ces gens-là qui se sont battus, n'est-ce pas? À tous. C'est une grande partie de la mémoire collective. Oui, voilà, mais quand ils peuvent parler, parce que je Oui, sais qu'il y a bien des sûr. gens, ils ne peuvent pas parler. Bien sûr, il y a des gens qui sont traumatisés. Ah oui, c'est comme les gens qui étaient à Auschwitz, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur, voilà, C'est ça vrai. les renvoie à des choses très difficiles. Et moi, j'ai eu cette démarche-là, et donc j'ai vraiment noté tout ce que ma mère pouvait me donner, et puis dès que c'était un petit peu difficile sur les centres et tout ça, les enfermements, là, c'est là où j'ai commencé à enquêter sur le terrain, et je suis allée voir. Et puis j'ai passé quand même près d'1 an à faire des recherches, à leurs témoignages, livres historiques, sur les fermes, ce qu'on appelait les centres de l'armée où ils torturaient. Oui, oui. C'est de bien malheureuses expériences humaines, hein. On va y revenir. Alors, Gabriel Malika, vous inventez un jeu, le All-Ball. Oui, c'est-à-dire Vous inventez aussi une boisson. j'invente pas Vous mal de inventez choses. plein oui. de choses dans votre roman, Katharina. Ben, en fait, j'ai pris le parti pour expliquer pourquoi cette Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, pour moi, et je vais le dire franchement, est une absurdité. J'ai pris le parti d'écrire une fable. Récemment, j'étais à Abu Dhabi au salon du livre, et c'est intéressant, il y a quelqu'un des services secrets des Émirats Arabes Unis qui est venu me trouver et qui m'a dit bah, je vais vous expliquer, je suis des services secrets d'Abu Dhabi, je vais acheter vos 2 livres, le précédent et celui-là, parce que c'est moi qui parle français. Et il m'a confié, il m'a dit vous savez, nous ne sommes pas dupes, nous avons autorisé votre livre et nous pensons que quelquefois le roman est la meilleure façon de dénoncer les choses. Je trouve ça intéressant. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Et donc je me suis dit, si tu construis une fable, tu vas inventer un autre sport, un autre pays, et tu construiras. Voilà. Et donc le All-Ball, c'est simplement inventer un sport dont je vais dire qui est très proche du football par les tensions, par l'attente, par la façon de... Et puis c'est un prétexte pour aborder tous les thèmes autour du football. Mais vous lui inventez une histoire à Oui. ce sport, hein, qui n'est pas très loin de l'histoire du football. Mais ce n'est pas celle-ci. Non, effectivement, je fais naître le All-Ball dans les tranchées, de la Marne, de la Meuse, enfin, pendant la Première Guerre mondiale. Et j'explique que c'est inventé par les Anglais. Beaucoup de sports collectifs ont été inventés par les Anglais, ou alors dont les règles ont été fixées par les Anglais. Et j'invente effectivement ce match, cette idée d'un match symbolique entre les Anglais et les Français, et donc c'est le départ du All-Ball. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à... C'est très intéressant de créer un jeu. Et on le sait, il y avait beaucoup de soldats des colonies dans l'armée française, et donc j'explique que donc, ceux qui sont forts dans le All-Ball en 2022, ce sont ceux qui étaient aussi dans les colonies. Donc des gens d'Afrique, puisqu'on en parlait, des gens d'Asie. Et j'ai adoré cette espèce le fait de recréer en fait l'histoire de ça, c'était passionnant. Le livre est passionnant dans son ensemble, hein. Et donc il y a aussi une femme qui s'appelle Katharina. Katharina, oui. Alors là, en fait, c'est mon personnage donc de ma carabienne, donc de Carabi, qui travaille au ministère du Tourisme et qui va rencontrer John Summerby. Et donc il va y avoir une histoire entre les deux. Et elle, alors il y a une question très importante qui m'a obsédé pendant mes 10 ans au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'elle est en fait fille, elle n'est pas 100% carabienne ou 100% qatari, peu importe. Oui. Son père est carabien ou qatari et sa mère est syrienne. Parce que je me suis aperçu, je ne porte pas de jugement de valeur, que les gens du Golfe qui étaient les plus ouverts, très souvent étaient issus du métissage. Je ne porte pas de conclusion,
mais c'est malheureux, enfin voilà, si, c'est déjà un jugement de valeur, mais c'est très souvent le cas. C'est pas tellement un jugement de valeur, hein, c'est peut-être une réalité, hein, tout simplement. Hein. Vous faites évoluer aussi un personnage qui s'appelle Artal. Oui, Artal, oui. Artal Oui, aussi oui. Mais il est aussi issu différent, du métissage. n'est-ce pas? Oui, il est différent. Il est issu du métissage et il est différent. Parce que c'est ce qui m'est vraiment arrivé. Mais peut-être que le métissage est l'avenir même du monde, pas seulement de la Qatarie. Ah bah, du Qatar et de la Caraïbe, oui, mais j'y crois. Il y a une autre ville que je connais très bien, qui était le sujet de mon premier roman, qui est Dubaï. Oui, votre premier roman s'appelle Les meilleures intentions du monde. C'est publié aux éditions Intervalle aussi, Toujours, voilà, hein, en qui se 2011. passait à Dubaï et où j'essaie d'expliquer qu'au-delà des clichés bling-bling de Dubaï, que Dubaï est en train de créer un nouveau modèle. Et notamment, c'est le seul endroit du Golfe où il y a un véritable melting pot. C'est-à-dire qu'on commence à voir des couples complètement improbables, avec enfants, donc philippino-pakistanais, indo, chose qui n'est pas possible au Qatar. Au Qatar, vous savez qu'ils ont des gros problèmes de consanguinité, mais très graves, qu'ils n'acceptent pas l'étranger, l'autre, ce qui pose encore des questions sur l'ouverture au monde, alors qu'à Dubaï, d'une certaine manière, le gouvernement laisse faire. Et donc aujourd'hui, Dubaï est le berceau de l'unique véritable melting pot de l'Orient. Et comment se fait-il qu'il y ait une différence alors que les deux pays sont très proches? Mais parce qu'en fait, Dubaï, ça fait 40 ans qu'il s'ouvre au monde. Il faisait de la contrebande avec l'Inde, contrebande d'or. Il y avait beaucoup d'Indiens. C'était des commerciaux, des navigateurs. Alors que le Qatar, c'était, là encore une fois sans jugement de valeur, des Bédouins qui pêcheurs de perles à une époque, mais ils ne s'ouvraient pas sur le monde. Cette ouverture sur le monde s'est faite de façon, c'est une marche forcée, voulue par les gouvernants. Si le titre n'avait pas été pris par un film, j'aurais appelé mon livre Tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord. Et c'est une volonté politique d'inscrire le Qatar dans le monde par tous les moyens. Dubaï n'est pas du tout dans cette perspective-là. Eux, ça fait, je pourrais vous en parler longuement, c'était planifié il y a 40 ans. Le problème du Qatar, c'est qu'il ne planifie pas beaucoup. Hein. Les gens du Golfe disent les Qataris, ce sont des enfants de 6 ans à qui on vient de donner une Ferrari. C'est ce qu'on comprend en réalité dans votre livre, parce que vous parlez aussi un peu de ce qui se passe dans le royaume au niveau de ses dirigeants, n'est-ce pas? Absolument. Ah bah oui, non mais c'est... On ne le sait pas, mais il y a des coups d'État de velours à peu près tous les 2 ans au Qatar en moyenne. Donc il n'y a pas de sang versé, mais ça se passe dans les salons des palais. Et il faut savoir que l'émir précédent avait destitué son propre père. Oui, c'était en 1996, je crois. Absolument, Oui. absolument. Il y a eu beaucoup de coups d'État manqués depuis par des cousins, des frères, voilà. Donc ça se passe entre les familles. Donc il y a une certaine instabilité. Et en fait, le problème, c'est que vous avez des gens assez progressistes. Cheikh Hamoza, que tout le monde connaît, qui a fait beaucoup pour l'éducation, que je respecte beaucoup d'ailleurs. C'est la seule au Moyen-Orient qui a accepté d'investir autant sur l'éducation. Elle est absolument détestée par les conservateurs, et notamment les salafistes. Donc, le Qatar est un pays constamment sous tension, des tensions qu'on ne voit pas forcément heureusement quotidiennement, entre des gens qui sont progressistes et des gens qui sont conservateurs, qui n'acceptent pas cette marche forcée vers l'ouverture. Mais ces luttes, elles se limitent à des cercles bien précis. Absolument. Mais c'est un peu la famille régnante, les cousins, les cousins éloignés, n'est-ce pas? Oui, mais dans la famille même, vous avez on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas très intéressant, mais entre les frères eux-mêmes, vous avez les frères qui sont plutôt progressistes, et puis vous avez des gens de la famille qui sont plus conservateurs et qui n'acceptent pas. Moi, je me souviens, j'avais parlé avec l'un d'entre eux, d'ailleurs, un conservateur, pour écrire le livre, qui me dit, sais-tu, Gabriel, pourquoi il faut que notre peuple soit musulman? Je lui dis non, explique-moi pourquoi. Parce que si mon peuple est musulman, il lira le Coran. S'il lit le Coran, il lira l'arabe. Et s'il connaît l'arabe, l'identité n'est pas perdue. Et vous savez quoi, je ne lui donne pas tort. Parce que j'aime beaucoup le melting pot de Dubaï, mais aujourd'hui on a des familles émiraties où ils parlent à peine arabe. Où ils parlent un espèce de mélange d'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu peut-être ailleurs aussi? Exactement, parce qu'ils ont étudié ailleurs et parce que Dubaï, depuis maintenant 15-20 ans, est très 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 ouvert aux étrangers venus de 200 pays différents.
Et que, désolé de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Émiratis qui m'ont dit bah, c'est beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool on n'a pas tellement envie de parler arabe, ça ne nous sert pas pour le travail. D'une certaine manière, c'est un peu dommage. Il parle quoi là? Ah ben, il parle de l'anglais, c'est un anglais un anglais qui se transforme. Ouais. Et les Saoudiens, alors, en comparaison avec les deux pays? Bah, les Saoudiens, d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Saoudiens qui viennent à Dubaï Oui. pour faire des tas de choses, pour s'amuser, pour investir. Les avions de la Saudi Airlines ou de Emirates sont pleins. Les Saoudiens, ils sont... je vais vous le dire sans détour. Les Saoudiens sont bien embêtés parce que c'est une terre sainte, c'est la terre du Hajj, c'est la deuxième source de revenus après le pétrole. Et donc, il est absolument impossible de trop ouvrir le pays. Sinon, ça va créer un cataclysme. En plus, donc les Saoudiens, ils sont bien embêtés, ils me le disent. Ils me disent parce que nous, on n'est pas contre l'ouverture, mais ça peut être un cataclysme pour notre pays. Ça peut le mettre en péril. D'accord. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain et cinéaste donc Noura Hamdi qui vient de publier aux éditions Grasset La Maquisarde et avec Gabriel Malika qui vient de publier lui aussi Katharina aux éditions Intervalle. Noura, je reviens à vous. Donc dans votre récit, vous mettez en action un personnage, une femme, Suzanne, d'origine européenne, et qui est pour le combat libérateur du peuple algérien. Oui, effectivement, Suzanne est une ancienne résistante déjà en France. C'est une femme de 50 ans qui est infirmière et à qui on a caché la situation. Elle est arrivée pour soigner les gens, les Français, dans un dispensaire à Tadmeit. Et en fait, par Jacques, un curé, qui s'occupe beaucoup de malades algériens dans les camps, cherche une infirmière et ils vont se rencontrer sur une scène ordinaire, c'est-à-dire en regardant des enfants algériens descendre du trottoir pour laisser passer des enfants comme eux français. Et ils vont être choqués par la situation parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était des quartiers européens où il y avait peu d'Arabes, d'Algériens. C'était très fermé et quand peu de Kabyles hein, dans cette région-là, hein, parce que c'est en Kabylie, voilà. Oui. De toute manière, les premières rébellions sont arrivées dans les Aurès et en Kabylie, et ensuite c'est arrivé dans tout le reste de l'Algérie. Donc parce qu'ils ont privé les paysans de leurs terres, donc ils ont été les premiers à se relever. Et donc Suzanne va réaliser qu'en fait, c'est pire que ce qu'elle pensait, et d'un coup, elle va se demander pourquoi est-ce qu'elle est là, et lorsque Jacques, le prêtre, va lui faire découvrir les bidonvilles qui ont réellement existé à Tadmeit, avec les gens qui vivaient dans des conditions affreuses, va voir qu'ils n'étaient pas soignés, elle va venir en aide. Donc un premier temps, elle va essayer d'aller écrire des courriers à l'armée pour le renouveau des droits de l'homme, c'est pas normal. Et là, on va clairement lui signifier qu'elle n'est pas là pour faire des Algériens des bons portants, mais de soigner l'armée française. Et à partir de là, elle va se rebeller. Et donc, on va voir son parcours parallèle à celui de ma mère, donc la jeune fille de 15 ans. Et on va les voir toutes les deux se battre, et puis ensuite, elles vont se rencontrer dans la cellule, dans le centre d'enfermement, ce qu'on appelle les fermes. Et là va naître une grande amitié entre ces deux femmes qui ont la même idéologie, les mêmes pensées. Donc j'ai trouvé ça bien de mettre une femme vraiment qui a un passé de résistante en France et qui sait qu'elle se bat pas seulement pour les Algériens, mais pour la liberté et les droits de l'homme. C'est une grande humaniste. Et vous lui faites dire des choses très fortes dans la mesure où on comprend que la France elle-même perdait de sa dignité en se comportant ainsi, n'est-ce pas? Oui, en écrivant ça, j'ai voulu remettre cette France-là qui a soutenu la cause, c'est-à-dire cette grande France qui, moi, je suis fière d'être française, avec cette France-là, cette France de gauche, c'est-à-dire les Sartre, les Henri Curiel, les Francis Janson, Simone de Beauvoir, toutes ces personnes qui se sont relevées. Jean-Louis Horst, qui vient de nous quitter, paix à son âme, que j'ai personnellement connu. Ah oui? Oui. Vous avez de la chance. Oui, je l'ai interviewé pour le quotidien d'Algérie en 1992. Et donc, votre maman va connaître aussi Dahbia, cette femme qui se bat et qui va l'aider. Alors Dahbia, c'est vraiment une femme qu'elle n'avait jamais vue. D'abord, c'est une femme qui est habillée à l'européenne, très moderne, parce que ma mère, c'est une paysanne, elle marche quasiment pieds nus, elle a la robe, ce qu'on appelle une texout, c'est-à-dire les robes typiquement kabyles.
Et elle va voir cette femme militante, très lettrée, qui sait exactement, très politisée très tôt, puisque son mari est au FLN. Et donc, d'un coup, elle va se dire « Ah, mais je peux être maquisarde et je peux être également militante ». Et elle va comprendre un peu mieux la cause. Et Derbia joue un rôle très très fort parce qu'elle tient une épicerie. Elle a un double jeu, c'est-à-dire elle fait comme si qu'elle ne collabore pas, hein, mais elle joue le jeu, mais elle fait des actions quand même derrière, c'est-à-dire elle soutient. Et donc, c'est elle qui va soutenir le maquis également avec la jeune fille et sa sœur. Et donc, elle va la retrouver un peu plus tard dans l'histoire, c'est-à-dire c'est elle qui va lui sauver à peu près la vie à ma mère, c'est-à-dire lorsque ma mère va se sauver de la ferme, qui va être quand même curieusement sauvée par un soldat français. Alors ça, c'est réellement arrivé à Vous le mon père. racontez aussi, et c'est bien que vous le fassiez, ça veut dire qu'il est resté quand même chez certains de l'humanité, hein, même dans des conditions très difficiles pour eux aussi, parce qu'ils risquaient des choses aussi. Hein. Ah mais tout à fait. Moi, lorsque ma mère m'a raconté ça en me disant « Oui, mais là, elle m'a dit que j'étais trop jeune pour mourir, alors il a enlevé son arme et il m'a laissé partir », j'ai fait « Ah, mais donc concrètement, il y avait vraiment tout le monde ne pensait pas pareil. » Et la personne qui a pris cette femme en couverture de mon livre, Oui. qui s'appelle donc Marc Garanger, lui faisait son service militaire, il était photographe, il avait à peine 20 ans, et donc il était chargé de prendre en photo les femmes des camps. Donc cette femme est une vraie prisonnière, et il m'expliquait qu'il n'avait rien à faire là. Encore maintenant, il fait des expositions. Mais nous, on était contre. C'était des gens qui faisaient leur service militaire et ils ne connaissaient pas la situation en Algérie. Ils ne savaient pas comment les Algériens étaient traités réellement. Et c'est sur le terrain, ils étaient contre. Donc ils essayaient, en même temps, ils ne pouvaient pas déserter parce que ils étaient très punis. Mais en même temps, ils essayent de faire le maximum pour ne pas... Parce qu'ils ne voulaient pas cautionner cette situation. Donc c'est vrai que c'est une guerre très complexe. D'ailleurs, on n'appelait même pas ça une guerre, puisque c'était les événements. Pendant des années, on ne l'avait pas appelé guerre, on appelait cela les événements. Oui, ils n'avaient même pas eu ce droit d'avoir la guerre, le mot guerre, alors que c'est une guerre, clairement. Alors effectivement, c'est une guerre un peu particulière, parce que c'est une colonie qui se rebelle. Donc c'est quand même... Moi, avec le recul... je trouve ça quand même incroyable cette guerre parce que 130 ans de colonialisme, c'est-à-dire des Français qui s'installent sur une terre en déclarant que c'est chez eux, sans demander l'avis des Algériens. Ils s'installent de force. Hein. C'est ça. Il y aura plusieurs guerres. Hein. Oui. La guerre de libération sera la dernière. Tout à fait. Mais il y aura plusieurs guerres pendant 132 ans. C'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut s'installer impunément comme ça sur une terre en déclarant que c'est chez eux. Cela s'est passé malheureusement Oui. dans plusieurs autres endroits du monde. Hein. Il n'y avait pas que l'empire colonial français, Tout à fait. il y avait d'autres empires Mais coloniaux. l'esprit colonial, c'est ça qui me frappe, c'est comment est-ce qu'on peut se déclarer supérieur à un peuple, on s'installer dans un pays, parce qu'ils tout simplement, ils ont des façons de vivre différentes. Donc déjà ça me frappait. Et puis ce long combat comme ça, de pouvoir... C'est pour ça que moi, lorsque je vois les problèmes actuels en Algérie, je me dis c'est un pays jeune quand même. Il a 50 ans d'indépendance. Alors certes, il y a beaucoup de choses à faire, mais moi, j'ai pris l'axe des femmes pour parler du livre parce qu'elles ont joué un rôle énorme et je pense que les droits des femmes doivent être égales aux hommes dans la mesure où elles se sont battues, leurs prouesses ont parlé pour elles. Donc, moi, c'est ça, lorsque ma mère, je lui en parle, je dis, mais alors pourquoi vous n'avez pas eu les mêmes droits? Et elle me dit, ah mais bon, il n'est pas trop tard pour que ça arrive. Elle est optimiste, hein, ça devait arriver bien avant, hein, il n'y avait pas de raison. À ce qui paraît, c'était une promesse qui n'a pas été tenue. Ce n'est pas malheureusement la seule promesse qui n'a pas été tenue, mais c'est un autre débat. Hein. On peut dire des choses. Hein. Je reviens à Gabriel Malika, donc avec Katharina. Donc, il y a un Américain, il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, je me répète un petit peu, et puis donc il y a ce désir de dire, selon vous, que cette histoire de Coupe du Monde hein, de 2002 est un peu risquée. De 2022. 2022, oui. Bah, elle est très risquée. D'abord, elle est très risquée pour les populations locales. C'est-à-dire que quand c'est assez intéressant parce que la jeune Qatari qui m'a aidé à écrire le livre, oui. C'est pas elle qui est en couverture. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en couverture, c'est une mannequin algérienne. Ah d'accord. Ouais, c'est une mannequin algérienne qui a posé pour faire la couverture.
Mais en fait, donc cette personne, je la rencontrais environ toutes les 3 semaines dans un café, dans une espèce d'alcôve. On changeait à chaque fois de café. Elle arrivait la première, moi le deuxième, je partais le premier parce qu'il ne fallait pas éveiller les soupçons. Parce qu'on est très paranoïaque hein, quand on est au Qatar, quand on vit au Qatar. Et en fait, elle me disait, ce sont les Qataris les premiers qui vont être affectés. Et beaucoup de Mais de quelle façon? Comment? Parce qu'ils ont peur, parce qu'une Coupe du Monde, moi je résume toujours en disant, les Qataris ont acheté la Coupe du Monde comme un produit, mais ils n'ont pas lu la notice. Et une Coupe du Monde de football, ça n'est pas que du football, c'est de l'alcool, ce sont des mouvements de foule, c'est de la prostitution. Si je prends ce dernier événement, il faut se rappeler que le plus grand bordel de l'histoire de l'humanité, c'était en 2006 à Berlin. Oui. Hein? Donc voilà ce que ça veut dire. Là, vous savez que le Brésil est obligé de changer ses lois pour autoriser l'alcool dans les stades. La Coupe du Monde, c'est un traumatisme. Et ça ne devra pas être le cas. Mais ce n'est pas que cela aussi, n'est-ce pas? Non, c'est la joie, c'est le tourisme. Mais là encore une fois, moi qui ai vécu 2 ans à Doha, Oui. il n'y a pas grand-chose à faire à Doha. Si, il y a quelque chose de très bien à faire, que je conseille à tout le monde, c'est d'aller au musée des arts islamiques, qui est une merveille. Mais est-ce que très franchement, vous imaginez les supporters anglais Ce n'est pas évident. Du voilà, tout, hein. allant en masse au musée des arts islamiques? Je ne suis pas sûr. Moi, j'y suis allé 10 fois, j'adore. Mais eux, je n'en sais rien. Et donc, et ça, c'est un problème. En Afrique du Sud, en Allemagne, en France, les gens qui allaient dans le pays pour un match, après, ils voyageaient. On ne peut pas le faire à Doha. Donc, il y aura certainement des vols à Dubaï. Moi, je pense que ce serait intelligent aussi d'organiser des vols dans tout le Golfe. En fait, si vous voulez, Youssef, je pense que l'erreur, c'est que ça aurait dû être la Coupe du Monde du Golfe, pas seulement du Qatar. C'est ça l'erreur, je pense. Là, ça serait plus gérable, à votre avis, c'est ça? Alors, Plus intéressant à organiser? plus intéressant, je ne sais pas pour le gérable. Apparemment, la FIFA, depuis Japon-Corée, n'est pas favorable à une Coupe du Monde partagée parce que ça pose des questions de responsabilité financière et légale. Néanmoins, il aurait été extraordinaire d'avoir une Coupe du Monde qui se joue entre Bahreïn, Dubaï, Abu Dhabi, Mascate en Oman, Doha au Qatar. Ça aurait été fabuleux parce que la passion des Arabes du Golfe pour le football, elle est réelle. Elle est même, c'est extraordinaire. Sauf que ce n'est pas qu'une histoire de football. Il y a des gens qui arrivent du monde entier, qui ont leurs habitudes. Dans le livre, j'espère avec humour, je décris ces chocs culturels. Mais moi, je me souviens, j'étais à Marseille pour la demi-finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et la Hollande, mais c'était Copacabana sur le Vieux-Port. Il y avait ces centaines de Brésiliennes en petite tenue et tout le monde rigolait et c'était la joie de vivre. Imaginez ça à Doha. Ça serait bien aussi que ce petit pays s'ouvre un petit peu justement. Qu'il permette à des femmes d'être comme elles veulent, par exemple. Non, mais il en est très loin. Je pense... Mais est-ce qu'il ne serait pas obligé dans le cas où la Coupe du Monde se tient vraiment? Oui, mais il est justement là le problème. C'est que s'il y a une Coupe du Monde qui vient avec des milliers de personnes qui viennent, il faut qu'il s'ouvre. Or, il n'y est pas prêt. Au dernier Ramadan, oui. Il y avait encore des femmes qui se promenaient en étant découvertes jusqu'ici. Elles se faisaient systématiquement virer des shopping malls, hein, des centres commerciaux. On les disait dehors. Donc, vous vous rendez compte, Coupe du Monde jouée en juillet, donc il fait à peu près 45 degrés, avec des supportrices du monde entier, et on leur interdit de... Il va falloir à mon avis, on ne pourra pas le faire. Non. Et on cite souvent aussi ce handicap de la saison, hein, du climat. Peut-être même qu'on pourrait changer, disent les spécialistes, la date de cette Coupe du Monde, qu'elle ne se jouerait plus alors peut-être au début de l'été. Je vais vous dire, ce serait possible? Je vais utiliser un jeu de mots. Je pense que la chaleur est un leurre. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer que le problème principal est la chaleur, alors que le problème principal n'est pas la chaleur, mais c'est tellement plus pratique de se concentrer sur cette histoire de chaleur. Mais sinon, on est bien d'accord. Moi qui ai vécu 10 ans au Moyen-Orient, dans le Golfe et 2 ans au Qatar, je vous assure qu'au mois de juin, parce que très bien, les stades sont climatisés, mais après, on fait quoi? On va où dans la rue? On fait quoi? Je peux vous dire qu'on n'est pas bien. Vous parlez en spécialiste, hein, on va y revenir.
Nora, donc dans la maquisarde, votre maman fait un rêve, donc, et ce rêve lui dit que son pays sera un jour libre, Ouais. mais qu'il faudra attendre un petit peu, n'est-ce pas? Elle y croit tellement fort. Elle voit la fête. En fait, moi, ça a été une façon aussi dans la construction du roman. Je ne peux pas appeler vraiment un roman puisque c'est un récit, mais il se lit comme un roman. Il oui, est écrit comme un roman. Parce que je suis romancière, donc c'est Oui. ma forme d'écriture. Donc j'ai mis cette forme-là parce que vous savez, bon, c'était du lourd quand même que Bien j'avais sûr, bien entre sûr. le témoignage de ma mère, celui de mon oncle, aller sur le terrain, puis aborder l'histoire avec un grand H, la guerre d'Algérie, France-Algérie. Bon voilà, c'était plusieurs dimensions, donc il fallait vraiment que mais je voulais aller vers une histoire très simple que tout le monde puisse lire facilement. Voilà, je voulais qu'on rentre dedans. Votre but est atteint. Je conseille d'ailleurs le livre à tous les téléspectateurs. On le lit très facilement et il y a plein d'émotions dans le texte. Oui, je ne voulais pas être dans un récit historique, voilà, où on se prend la tête avec On les comprend mots. en tout cas l'essentiel. L'essentiel est dit, voilà. mais ce n'est pas un livre politique, effectivement. De toute façon, la guerre est politique. Donc on est déjà dedans. Donc Oui, autant faire oui. par Sous définition. ce regard, oui, bien voilà, sûr. puisque c'est quand même Mais forcément... vous allez plutôt à l'humain, à cette histoire Moi, c'est véridique qui a existé, qui est douloureuse, Moi, mais vous la c'est- racontez telle qu'elle. Ah mais moi, pour moi, ce qui est très important, c'est avant tout l'humain. Donc fallait rapprocher, dans une guerre, c'est quoi? C'est l'humain. Donc on est au cœur de l'humain, c'est-à-dire on est entre la vie et la mort. Et ça, je voulais le sentir dans l'écriture. Et lorsque ma mère m'en parlait, lorsque je voyais mon oncle avec son bras en moins parce qu'il l'a perdu pendant la guerre, je me suis dit, c'est ça, il faut parler de ça. Quand je vais sur le terrain, lorsque je vois dans le village détruit où ils ont vécu, quand je tombe par chance dans une maison à l'intérieur avec la façon de vivre comme à l'époque, c'est-à-dire dans une pièce avec de moitié là où dormaient les animaux, parce qu'avant ils vivaient comme ça, les taureaux, et de l'autre côté le lieu Oui, de c'était vie. de modestes demeures, tout à fait. Pas d'eau, l'eau à la source, il faut L'étable, une heure. et puis donc Voilà. l'endroit où les hommes et les femmes vivent. Vivaient comme ça, les effectivement. familles vivaient comme ça, et d'un coup j'ai repensé toute mon histoire. Je me suis dit, enlève-toi ton petit confort de choses comme tout le monde a. Et là je me suis dit, non, repense l'histoire. Ça, c'est une femme qui va chercher l'eau là-bas. Elle doit se lever à 5 h du matin, garder les moutons là-bas, vivre avec le taureau, vérifier que tout se passe bien. Et puis ensuite, la guerre lui tombe dessus. Donc, c'est ça qu'il fallait se remettre dedans. Et là, je me suis dit, il faut toucher avec le cœur de cette humanité-là. Et pour moi, ce qui est important, c'est l'émotion dans l'écriture. C'est ce qui va me rapprocher du lecteur. Voilà, je me dis, il faut que ça soit... Quand on me lit, je me dis, il faut qu'on soit dedans. Et quand on vous lit, on y est effectivement, et votre maman va voir cette indépendance arriver. Elle sera à la Casbah d'Alger, Véridiquement, de puisqu'elle a oui. de la famille, donc dans cette Alger, hein, Ma grande-tante est encore là-bas. de l'époque. Oui. Eh ben voilà. Et donc, Encore Alger. elle est très contente, et son frère arrive aussi de France. Son frère est parti très tôt, il n'a pas fait la guerre, c'était un ami de mon père, donc ce qu'il a épousé. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressée dans cette histoire, c'est que pour beaucoup, c'est l'homme qui a fait la guerre et tout ça. Et moi, lorsque j'ai commencé à regarder, j'ai fait « Ah, c'est ma mère qui était la résistante, parce que lui travaillait en France. » Et ça, je me suis dit, voilà, la force des femmes. Elles n'ont pas besoin de le crier sur les toits, mais elles étaient là. C'était la résistante. Ensuite, j'ai découvert le parcours de ma grand-mère. Je me suis dit, mais c'est des femmes très très fortes. Et c'est ça qu'il fallait faire. Et donc, C'est des femmes qui se sont sacrifiées pour leur pays, bien sûr. oui, vraiment. Puis moi, quand je suis tombée sur les archives de femmes qui ont réellement disparu, parce qu'elles n'avaient pas de papier, qui sont mortes dans des conditions affreuses, Oui. dans ces fermes-là, là, je me suis dit, il faut ne serait-ce également pour ma mère, mais il faut écrire également pour ces femmes-là. Qui, si c'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? Il faut écrire pour ces femmes. Même ma mère, quand elle me raconte les histoires, elle me dit « Ah, un tel, je l'ai plus revu, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Puis toute cette bande de filles. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? Personne ne Et saura. elle-même, la pauvre, ne va pas revoir le fameux Elias. Son dont amour vous ne perdu. voulez pas qu'on Ah, ça y est, parle, vous avez mais bon, livré. mais on a déjà dit un mot. Hein. Mais bon, mais c'est la vie, c'est la des vie. histoires qui arrivent, n'est-ce pas? Ben, j'ai trouvé, lorsqu'elle m'a dit que bon, mon père n'était pas l'homme qu'elle devait épouser, alors évidemment, elle n'est pas entrée dans les détails parce que par tradition, il y a beaucoup de pudeur dans, Bien sûr, dans les bien familles. sûr. Mais alors moi, tout de suite, comme romancière, je me suis dit,
Oh, mais là, je tiens quelque chose, c'est quoi cette grande histoire? Alors tout de suite, je suis partie dans une En histoire. tout cas, vous l'avez d'amour. bien raconté, et vous aussi, avec beaucoup de pudeur. Et votre livre, vous le dédiez à votre maman et à la mémoire de toutes les femmes disparues, oubliées de la guerre d'Algérie. Oui, pour ces femmes-là qui m'ont vraiment... quand j'ai lu, moi, les témoignages de certains livres qui parlaient de ces femmes-là, je me suis dit, mais les familles, elles les ont pu retrouver. Il faut, voilà, une parole pour ces femmes-là. Et pour moi, c'était important, oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. C'est un bel hommage. Gabriel Malika, vous avez publié aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, Les meilleures intentions du monde. Alors, ce livre, c'était quoi? En quelques mots, peut-être. En quelques mots, les meilleures intentions du monde, c'était en fait, comme je dit précédemment, la volonté de montrer que Dubaï n'était pas simplement une ville opportuniste, bling-bling, fondée sur le luxe, mais qu'il y avait aussi des gens qui vivaient depuis souvent plusieurs générations et même parfois de façon modeste et qui avaient leurs vraies histoires. Et donc en fait, c'est une histoire qui va réunir plusieurs personnages. Et alors il y a par exemple, on découvre l'histoire d'une Pakistanaise, l'histoire d'une Américaine Sharon qui épouse un Émiratis, ce qui me permet d'explorer les difficultés d'un couple mixte. Oui. Il y a aussi un Saoudien qui est sur le seuil du terrorisme pour des raisons qui lui appartiennent, mais donc j'explore aussi ça. Il y a un Français qui tombe amoureux d'une Palestinienne, une Palestinienne jordanienne, et ça se passe mal. Pourquoi? Parce que vous savez, en France, quand un homme est amoureux, c'est au-dessus des lois et de la religion. Et puis il y a la famille, elle dit oui mais non, j'ai des sentiments pour toi. Et donc j'explore, ce qui est arrivé à un de mes amis d'ailleurs, c'est ce mur en fait. Le fait que nous, on vient d'une culture où l'amour est plus fort et justifie toutes les folies. Et il rencontre cette femme pour laquelle elle n'est pas prête à faire des sacrifices pour vivre leur amour. Ou bien un Libanais. Alors ça, la communauté libanaise est très 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 forte à Dubaï. Et donc je raconte l'histoire de Tony, ce Libanais opportuniste qui noie son chagrin dans le business de Dubaï. Mais on ne va pas raconter, il y a un événement qui les lie tous à la fin et qui est aussi une métaphore sur la fragilité de Dubaï. C'est aussi la fragilité du Moyen-Orient où vous avez vécu plus de 10 ans. C'est un peu la même fragilité dans toute cette partie du monde où Oui, il y a oui. des différences quand même, des nuances. C'est tout à fait juste ce que vous dites. Je pense que ce qui relie ces pays, c'est la fragilité en effet. C'est-à-dire qu'ils ont souvent beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, mais comme le disait Nora, alors là on parlait de pays jeunes, ce sont des pays encore plus jeunes, et donc ils sont souvent très hésitants et leurs fondations ne sont pas suffisamment solides, si vous voulez, et leur société est fragile. Ça va vous intéresser, mais il faut savoir que Dubaï a la profession qui se développe le plus en ce moment, c'est psychologues. Ils ont énormément de problèmes avec leur jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on a ces femmes, puisqu'on parlait des femmes, Oui. qui ont vécu pendant des années avec une certaine vision de la femme, qui ne s'expose pas, qui se voile, et tout d'un coup, Dubaï se transforme. Et là, c'est le satellite, ce sont les affiches de publicité, et ça crée des traumatismes. Il y avait une vieille émiratie, vous savez, qui porte le masque traditionnel, qui me disait, mais moi, le masque, c'est pas quelque chose de religieux, c'est pour me protéger du soleil, ça me plaît, c'est un accessoire. Et elle me dit, tu sais, moi, quand je regarde la télé, je mets mon masque. Mais je dis, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des hommes à la télé. Elle a peur d'être vue à Oui, ce point. mais je trouve ça émouvant, c'est mignon. Mais si vous voulez, c'est pour montrer qu'il y a, dans cette partie du monde arabe, il y a des véritables chocs Oui, psychologiques. mais ces gens-là, quand même, voyagent beaucoup, mine de rien. Donc, ils voient aussi le monde. Ils viennent en Europe, ils viennent souvent en France. Mais ils sont très schizophrènes. En fait, je pense que la fragilité vient aussi de leur schizophrénie parce qu'ils vont étudier aux États-Unis, ils vont faire un petit voyage sur la French Riviera, comme ils l'appellent, ou à Paris. Oui. Là, ils s'habillent comme des Européens, des Occidentaux, ils ont un certain comportement, et puis quand ils reviennent, ils se retransforment. Mais à moyen long terme, ça crée des traumatismes, Oui. cette schizophrénie, vous voyez. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette population-là. C'est tout à fait exact. Nora, vous avez publié beaucoup de livres. Vous avez publié entre autres Des poupées et des anges au Diable Vauvert en 2004,
que vous avez porté à l'écran vous-même. Vous êtes aussi cinéaste. Comment est-ce que vous avez fait ce pas, écrire et puis passer à la réalisation? Eh bien, en réalité, j'ai commencé par des courts-métrages avant l'écriture. Oui, vous avez fait des courts-métrages, effectivement. Oui, oui. Et puis, j'ai fait de l'art beaucoup Oui. auparavant, donc ça m'a permis d'avoir une écriture visuelle très rapidement. Donc, pour moi, Des poupées, le premier roman, en tout cas, Des poupées et des anges. Des poupées et des anges. J'avais très envie de le porter à l'écran, mais moi-même, parce que je savais réaliser. Ensuite, que l'auteur réalise, déjà c'était une chance. Et ensuite, je savais précisément ce que je voulais faire. Donc, plusieurs fois, on m'a proposé… Donc vous avez dirigé entre autres Leïla Barty, Lia Seydoux, Sami Nasri dans ce film, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Toute une brochette d'acteurs qui sont devenus très connus aujourd'hui. Qui sont très connus. Bon, Sami Nasri, il était déjà, et Samuel Le Bihan aussi. Mais les petites jeunes, effectivement, entre Leïla Barty et Lia Seydoux et Karina Testa, ont été vraiment… Voilà, ont bien marché ensuite. Mais c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose… C'était un bel exercice parce que l'adaptation d'un roman n'est pas facile à faire en film, parce qu'il faut faire des choix. Et donc, et puis, on a un imaginaire lorsqu'on lit un roman. Alors moi, il y a des gens qui étaient là. « Ah, mais moi, quand j'ai lu ton livre, à l'image, c'était pas comme ça que je le pensais. » J'ai fait « Oui, c'est le cinéma. » Et puis, c'est des acteurs, donc ils prennent forme, les personnages. Et alors, chacun a son imaginaire. Donc, il faut… pas oublier le livre, mais prendre le livre comme une base et ensuite faire quelque chose d'art, une autre œuvre d'art, je veux presque dire. Une autre œuvre, effectivement, Oui. Sur la même base, mais presque une autre œuvre parce que les acteurs ont également leur propre univers chacun et il faut les faire communier ensemble et ça, c'était un bel exercice. Et vous avez publié aussi, je dis sommairement comme ça, Plaqué or au Diable Vauvert, c'est ça, un roman, puis Les Enlacés, puis La couleur dans les mains chez Léo Cher. Alors la couleur dans les mains, ça raconte quoi? Alors justement, ça rappelle l'art oui. Dans l'islam. C'est un couple d'artistes, en fait c'est une jeune fille qui ne connaît pas ses parents. C'est un couple d'artistes qui a fui l'Algérie lors des événements 80-90. Et c'est son oncle qui l'a élevée en France, dans une cité parisienne. Et elle-même, malgré elle, elle devient une artiste. Et elle découvre sur le tard que ses parents l'étaient, parce que sa famille qui l'a élevée ne voulait pas trop lui dire. Et en fait, elle découvre, elle regarde le regard qu'on a sur elle, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vient d'une cité qu'on ne sait pas faire de l'art et qu'on n'est pas, qu'on peut être vu autrement. Et elle devient une artiste. Je me suis inspirée j'étais peintre il y a très longtemps. J'ai commencé comme ça aux Beaux-Arts. Et donc, je me suis beaucoup inspirée de ça. Puis, ça m'agaçait de voir tout le temps l'image des banlieues qui connaissent rien à l'art. Ce qui est complètement faux, bien sûr. Ce qui est totalement faux. Et puis, j'avais voulu mettre un clin d'œil sur l'art et l'islam, parce que l'art existe chez les Arabes. Il a toujours il est dans la culture musulmane. Voilà, et il faut le montrer. Et c'est important de voir aussi les Arabes en tant que tels, en tant que grands artistes. Donc, c'était c'était pour donner une petite référence à ça. Et aussi la jeunesse algérienne ou marocaine ou tunisienne, en tout cas maghrébine, qui sait faire autre chose que… mais il faut qu'on leur donne les moyens. Très bien vu, mais malheureusement, on arrive au bout de notre voyage, de notre émission. Alors, Gabriel, Malika, peut-être qu'on a oublié quelque chose, ou bien un dernier mot. Mon dernier mot, c'est, pour rebondir sur ce que disait Nora, c'est que moi, j'avais dédié ce livre justement à la culture musulmane. Il y a un certain passage dans le livre où je parle de l'art islamique notamment. Moi, j'ai beaucoup apprécié pendant ces 10 ans l'art islamique et je pense que, si vous voulez, c'est presque un cri en disant « Je vous encourage, pays du Golfe, avec vos moyens, avec votre argent, d'encourager les artistes. » Alors, il y a le Louvre d'Abu Dhabi que l'on connaît, mais je pense que le Qatar avait bien commencé avec le musée d'art islamique. Ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils devraient faire la promotion notamment des artistes, mais faire la promotion des artistes, c'est aussi faire la promotion de la liberté de créer. Et c'est un thème qui pourrait nous occuper pendant 1 heure, mais mon cri c'est s'il vous plaît, le Qatar, vous pouvez briller avec toutes les coupes du monde que vous voulez, le handball, le football, mais n'oubliez pas qu'avec votre argent, vous pouvez encourager le développement des arts en islam.
Eh bien, j'espère qu'on va vous entendre, Gabrielle Malika. Noura, un dernier mot peut-être. Pour rejoindre ça, la liberté, mais qui passe par les femmes. Et je pense que Dubaï, si ça passait plus par les femmes, s'en sortirait mieux. Et donc, moi, je pense que à travers l'art, et surtout plus on parlera du passé où les femmes existaient, plus elles seront en lumière dans nos sociétés, parce que c'est un homme et une femme qui marchent ensemble. Tout à fait. Eh bien, merci à vous deux d'être venus à Barbère Télévision. Je vous dis bonne continuation. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.